à nouveau perché sur les épaules des géants pour la dernière séquence de cet après-midi ici au Conservatoire Arthur Honegger. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Et c'est à une conférence à laquelle nous vous convions maintenant, à l'ombre des roses, Chimie de l'amour. Une séquence pour laquelle j'invite Marcel Ibert à me rejoindre sur la scène. Mesdames et messieurs, Marcel Ibert, soyez le bienvenu. Marcel Ibert, vous êtes professeur émérite de chimie organique à la faculté de pharmacie de l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de la chimie du vivant et vous avez dirigé pendant 20 ans le laboratoire d'innovation thérapeutique. Vous avez participé au développement de médicaments contre l'anxiété, la schizophrénie ou la maladie d'Alzheimer. Mais désormais, c'est au fondement moléculaire de l'amour auquel vous vous intéressez et leurs applications thérapeutiques, notamment dans le traitement de l'autisme. L'amour est-il finalement qu'une somme d'interactions moléculaires sous le contrôle de nos gènes, de notre histoire et de notre environnement? Y a-t-il des molécules de l'amour? Quelle perspective cela ouvre-t-il? Marcel Ibert, votre réponse est tout de suite. Vous avez 45 minutes avant de retrouver les questions du public. Mesdames et messieurs, Marcel Ibert. Alors la réponse à vos questions, c'est non, donc on pourrait s'arrêter là. Donc il n'y a pas de molécule de l'amour, voilà, c'est bâclé. Donc merci d'être là. Je vois que ce qui fait extrêmement plaisir à tous les scientifiques, c'est de voir combien les Havrais se mobilisent, combien tous les amphithéâtres sont remplis. C'est assez extraordinaire pour nous de voir combien vous êtes intéressés par la science. C'est tellement rare qu'on ait des festivals, des occasions de communiquer comme ça. Donc bravo au Havre et bravo aux Havrais, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà, donc merci à vous, merci d'être là et d'être intéressés par ce qu'on vous raconte. Alors je ne sais pas si vous êtes là pour la chimie ou pour l'amour. Franchement, je me demande. Alors, je vais vous parler un petit peu des deux, n'ayez pas peur. Et puis, on va démarrer avec ça. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ma clé qui soit là, mais ce n'est pas grave, on va démarrer avec ça. Donc, je vais commencer par quelques petits rappels de chimie, mais n'ayez pas peur, ça va être tout simple. Et je voudrais vous parler... Ah, c'est que sur les côtés, d'accord. D'habitude, c'est derrière. Ah, j'ai pas le droit de sortir du carré, je crois. Donc, ça va être très dur. Oui, donc, je voudrais vous parler d'un type extraordinaire qui s'appelle Démocrite. Il avait des copains qui s'appelaient Leucite. Après lui, il y a eu Épicure. Après lui, il y a eu Lucrèce. Et ces gens-là, donc des Grecs, vous voyez, il y a 2500 ans, simplement en observant le monde autour d'eux, la nature autour d'eux, ils sont arrivés à la conclusion que tout ce qui existe dans le monde, que ce soit le rocher, la rivière, le chien, les êtres humains, eh bien, tout peut être coupé en particules de plus en plus petites qu'ils ont nommées des atomes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper, et donc tout dans la nature était fait d'atomes et de vide. Voilà, il y a 2500 ans, sans outils, sans rien. Eh bien, 2500 ans plus tard, les scientifiques lui donnent raison. Donc je vais juste repréciser un ou deux termes pour que ce soit clair pour tout le monde. Des atomes, en fait, il y en a 118 différents sur Terre et même dans l'univers. On peut difficilement imaginer des conditions dans lesquelles il y en ait plus, donc différentes sortes. Donc je vous rappelle qu'un atome, de manière extrêmement simpliste, on va dire que ça ressemble à une petite boule, une petite bille, extrêmement petite, ça fait 1 milliardième de centimètre. Et voilà, et il y a différents atomes. Donc ici, j'ai représenté de manière assez simpliste l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Et ces petites particules, elles ont la propriété de pouvoir s'associer, de faire des liaisons, c'est-à-dire de s'accoupler à un autre atome. Donc par exemple, si vous avez deux atomes d'hydrogène, un atome d'hydrogène peut faire une seule liaison. Donc vous voyez en dessous, si deux atomes d'hydrogène se mettent ensemble, ça va faire la molécule d'hydrogène. On est passé de l'atome à la molécule. L'atome, c'est les particules élémentaires. Et comme des pièces de Lego, vous allez pouvoir les assembler, les connecter et fabriquer tous les châteaux en Lego que vous voulez. Ce seront des molécules. Donc là, je vais représenté quelques-unes très très simples. L'hydrogène, H2O, un oxygène et 2 hydrogènes, c'est de l'eau. Un azote et 3 hydrogènes, c'est de l'ammoniac. Un carbone et 4 hydrogènes, c'est ce qu'il y a dans le paix des vaches. Elle nous pète du méthane, donc c'est la molécule de méthane. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, c'était juste pour recadrer qu'est-ce que c'est qu'un atome, qu'est-ce que c'est qu'une molécule. Et là, je n'ai pas choisi au hasard hydrogène, carbone, oxygène, azote, parce que ça va être vraiment les composants essentiels du vivant. Et là maintenant, c'est la diapositive importante, c'est ce que je voulais vous dire à tous, c'est que vous êtes tous des gros tas de molécules, si je peux me permettre. Moi aussi, donc je ne me mets pas à l'écart. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas tellement se figurer. Si vous y réfléchissez, vous respirez de l'air, vous buvez de l'eau, vous mangez des aliments. Donc des molécules, vous en buvez, vous en mangez, vous en avalez, vous en respirez.
Ça, c'est les molécules qui rentrent tous les jours. Et puis des molécules, eh bien, vous en urinez, vous en déféquez, vous en desquamez, vous en saignez, vous en pleurez, vous en transpirez. Ça, c'est les molécules qui sortent. Et entre ces molécules qui rentrent et ces molécules qui sortent, eh bien, c'est vous. Ce sont ces magnifiques et très jolis et très respectables tas de molécules que nous sommes tous. Des petites molécules qui se frottent les unes aux autres et qui vivent en équilibre comme ça, en équilibre transitoire, parce qu'on est en perpétuel échange. Juste à titre d'information, si on se revoit dans 5 ans, toutes les molécules de votre corps, à l'exception des dents, mais toutes les molécules de votre corps auront été échangées. C'est-à-dire vous serez toujours vous-même, votre identité sera toujours là, mais la constitution de votre corps sera complètement différente. Toutes les molécules auront été renouvelées. Donc voilà, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, une fois qu'on a dit ça, il y a une corollaire qui est quand même assez naturelle, c'est de se dire, finalement, puisque nous sommes faits entièrement de molécules et de vide, eh bien, théoriquement, tout ce qui se passe en nous doit être le fruit d'interactions entre ces molécules. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, qu'ont fait les chercheurs depuis 2500 ans, depuis Démocrite? Eh bien, en gros, ceux qui se sont intéressés à l'être humain ont commencé à essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc, en fouillant un peu dans les cadavres et autres, on s'est rendu compte qu'il y avait des organes et on a trouvé la fonction des différents organes. Ça, c'était jusqu'aux années à peu près 1900. À partir des années 1900, les microscopes ont été suffisamment développés pour se rendre compte, en zoomant, que les organes étaient constitués de cellules, des cellules juxtaposées. Donc on va du plus macroscopique au plus petit. Et puis la révolution des 50-60 dernières années, c'est que les techniques se sont améliorées, et aujourd'hui on peut regarder de quoi sont faites les cellules. Et les cellules sont faites de molécules. Et la science a progressé à vitesse grand V depuis 20-30 ans. Aujourd'hui, on connaît tous vos gènes, les 23 000 gènes qui sont exprimés, puis tous les autres. Et puis on connaît, je dirais, pratiquement toutes les molécules de votre corps. Presque toutes. Donc vous voyez que les scientifiques ont fait le chemin de gauche à droite. Et qu'est-ce qu'il reste à faire aux jeunes générations, aux jeunes qui sont là, s'ils deviennent scientifiques, c'est de nous aider à faire maintenant le chemin de droite à gauche. C'est-à-dire maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, essayer de comprendre comment elles interagissent et comment des interactions au niveau moléculaire peuvent se coordonner pour donner des fonctions au niveau de la cellule, comment les cellules peuvent communiquer entre elles pour qu'un organe agisse de manière coordonnée, et puis voilà. Donc on a fait le chemin de gauche à droite, il est presque achevé, presque, et maintenant il reste à faire le chemin de droite à gauche, et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne va jamais y arriver, ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que dès qu'on regarde ce qui se passe au niveau moléculaire, on comprend maintenant comment deux molécules se reconnaissent, passent à proximité, s'emboîtent l'une dans l'autre. J'ai lancé le terme de coït moléculaire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre corps, nous ne sommes pas que des molécules inertes, immobiles. Les molécules se déplacent. Puis de temps en temps, deux molécules ont des formes complémentaires. Et elles vont s'emboîter l'une dans l'autre. C'est ce que fait une hormone lorsqu'elle va rencontrer son récepteur. Et le fait qu'elle s'associe, qu'elle se dissocie, ça va suffire à provoquer une réponse. Il y a d'autres protéines qu'on appelle des enzymes. Là, deux molécules vont s'emboîter l'une dans l'autre. Il va y avoir une réaction chimique entre les deux. Et la molécule qui est rentrée va ressortir transformée. Voilà. Donc, on arrive à comprendre à peu près chacun de ces événements élémentaires. Par contre, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est comment des millions et des millions d'événements élémentaires de ce type-là peuvent, en cascade, en réseau, sur des échelles de temps qu'on a même du mal à imaginer, comment tout ça peut conduire à ce qu'une cellule donne une réponse globale. Juste à titre d'information, nous sommes faits de 38 000 milliards de cellules, et pas que, parce qu'on est aussi généralement recouvert de 38 000 milliards de bactéries. Donc quand vous dites moi ou quand vous dites je, ce n'est pas juste votre ADN et vos cellules, c'est vous et vos bactéries. Et vos bactéries sont là, elles vous protègent sur la peau, elles sont là pour digérer votre nourriture, elles sont même là pour vous envoyer des signaux vers le cerveau, comme de la sérotonine ou autre, comme on est en train de le découvrir. Donc on commence à comprendre tout ça, mais par exemple, pour un exemple très très simple, on comprend quelle est l'hormone et le récepteur qui fait contracter une cellule, c'est l'adrénaline. L'adrénaline rencontre son récepteur, la cellule va se contracter. Mais comment les cellules savent-elles, comment vont-elles se contracter tout ensemble pour que le cœur se contracte ? Donc le cœur se contracte, se décontracte, se contracte, se décontracte. Qu'est-ce qui vient coordonner tout ça? Qu'est-ce qui vient réguler? Et là, on rentre dans des cascades d'interactions tellement complexes que, eh bien, fort heureusement, on arrivera à comprendre quelques grains de sable, mais on n'arrivera jamais, je pense, à comprendre l'intégralité de tout ça. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle.
Donc c'est une approche qui peut se dire réductionniste, mais dans la définition de réductionnisme, vous voyez, le tout est la somme de ses parties, oui, mais c'est la somme comprise de ses parties. On a les pièces de l'horloge et on est bien incapable de remonter l'horloge et de dire comment elle va fonctionner, en tout cas pour le vivant. Voilà, donc ça va rester à jamais indéchiffrable. Alors il y a toujours une petite guerre entre les chimistes et les physiciens. On parle beaucoup de métaphysique, je crois qu'on peut aussi parler de métachimie, c'est-à-dire lorsque ces molécules interagissent, qu'est-ce qu'elles produisent au-delà de cette simple interaction, et notamment au niveau du psychique, de la pensée, du langage. Voilà, on est très très loin de comprendre tout ça. Bref, venons-en à mon métier. Je suis pharmacochimiste, c'est-à-dire c'est des chimistes qui s'intéressent au vivant. Et avec tous mes collègues biologistes et médecins, les questions que l'on se pose tous, elles sont là. En gros, qu'est-ce que c'est que la vie? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Et mon boulot, c'est à la fois de faire des molécules pour comprendre ce qui se passe au niveau fondamental, mais chaque fois que c'est possible, de faire des molécules pour aller rétablir des déséquilibres. Parce que c'est un des thèmes, j'avais complètement oublié que c'était le thème de nos réunions, c'est équilibre, déséquilibre. Donc théoriquement, toutes ces molécules en nous, elles interagissent et gardent un certain équilibre. Et puis de temps en temps, il y a une pièce qui manque, ou il y a une pièce qui est en excès, ou il y a un élément extérieur. Ça crée un déséquilibre. Il faut comprendre quelle est la cause de ces déséquilibres. Et le travail du pharmacochimiste et des biologistes, c'est de trouver les mécanismes qui sont responsables de ce déséquilibre, ou qui vont nous permettre de le rétablir, et de faire des molécules qui vont aller rétablir l'équilibre. Donc voilà les questions sur lesquelles on bosse tous. Il se trouve que j'ai eu 2 vies. Dans une première vie, je travaillais dans l'industrie pendant 16 ans. Et puis, j'ai quitté l'industrie parce que je n'étais pas tout à fait en accord avec les valeurs de l'industrie. Je voulais redevenir instite ou redevenir utile. Et puis, je suis revenu à l'université. Et donc, je suis revenu à l'université. Et on a cette chance à l'université, on n'a pas de fric, mais on est libre. Donc, je me suis trouvé pour la première fois comme un prisonnier qui sort de tôle, donc fauché, mais libre de redémarrer une nouvelle vie. Et je me suis dit, bon, sur quoi je vais bosser? Avant, j'avais bossé sur les vomissements. J'avais mis sur le marché une molécule qui empêchait de vomir. Mes collègues pharmacologues ont regardé pendant 3 ans des furets en train de vomir. Et on a sorti un médicament pour empêcher de vomir. C'était pas très, très rigolo comme thématique. Mais en attendant, ça permet aux gens d'aller au bout de leur chimiothérapie, de la radiothérapie, de traiter leur cancer sans vomir 10 fois par heure. Parce qu'avant, ils supportaient ça pendant 1 jour ou 2, puis ils arrêtaient la chimio, etc. Donc cette molécule s'est révélée utile. Mais ce n'était pas passionnant comme thématique. Et je sais pourquoi, mais je ne vous le dirai pas. Donc la question qui m'est venue, puisque tout est moléculaire, est-ce que par hasard, même l'amour serait moléculaire? C'est bien de s'intéresser à la vie, à la mort, mais finalement, il n'y a rien de plus important que l'amour dans la vie. Et voilà, je me suis dit, essayons de voir si on peut contribuer en identifiant quelques mécanismes responsables de l'amour. Il y a une base de données qui s'appelle PubMed, vous pouvez aussi aller y voir, PUBMED, je crois que c'est public, et on peut poser des questions. Et là, ça vous sort toutes les publications en fonction des mots-clés que vous mettez. Et en 1997-98, dans PubMed, il y avait 0 publication sur l'amour. Alors bien sûr, les philosophes, les sciences humaines et sociales, oui, mais en sciences expérimentales, il n'y avait rien. En biologie, en chimie, etc., il n'y avait rien. Donc je suis resté un petit peu stupide avec ma question, et donc on a eu quelques années pour essayer de préciser la question. Vous savez, quand on fait la science, il est extrêmement important de bien préciser la question pour avoir une chance de trouver la bonne réponse. Et donc là, l'amour, quand je commençais à poser la question autour de moi, mais l'amour, pour toi, qu'est-ce que c'est? Eh bien évidemment, il y avait une foule de données qui venaient. On pensait à l'amour maternel, à l'amour paternel. Est-ce que c'était un besoin pour l'individu ou pas? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un devoir? La 3e ligne, j'en suis intimement convaincu, est-ce que c'est une façon consciente ou inconsciente de donner un peu de sens à sa vie? Sans ça, la vie serait absurde. Donc je pense qu'il est important de donner un peu de sens à tout ça. Est-ce que c'est un commandement? Aimez-vous les uns les autres, point barre, on ne discute pas. Est-ce que c'est une nécessité pour soi-même, pour le groupe, pour l'espèce? Est-ce que c'est une drogue? Je jette un coup d'œil dans la salle, je ne vous vois pas très bien, mais je pense que vous avez tous été amoureux déjà. Vous avez peut-être tous déjà eu des chagrins d'amour, donc je ne vais pas vous questionner, rassurez-vous. Surtout si votre compagnon est là, donc votre compagnon. Mais clairement que l'amour, vous avez expérimenté, surtout dans le chagrin d'amour, en fait, que c'est une drogue. Vous êtes accro à la personne. Si elle n'est pas là, elle vous manque. Si elle vous quitte, vous êtes malheureux. Et les symptômes du manque amoureux, donc du sevrage amoureux, sont exactement les mêmes que les symptômes d'un sevrage à une drogue. Voilà, donc c'est une addiction. Donc, si on s'attaque à l'amour, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de comprendre? Est-ce qu'on parle d'amitié? Est-ce qu'on parle d'attachement, de désir, d'empathie, de charité? Voilà. Donc, en attendant d'avoir un point de départ pour faire de la science dure,
eh bien, on essayait de voir ce qu'avaient dit avant nous les sciences humaines et sociales. Et ce qu'il y a de génial, les Grecs étaient géniaux, parce que la question, les philosophes se l'étaient déjà posée. Alors, je ne me suis pas plongé dans toute la philosophie grecque ou européenne. Et là, il y a un type vraiment super qui nous a beaucoup aidé, c'est André Comte-Sponville, je pense que vous le connaissez. Vous aimez certainement ses bouquins. Et c'est quelqu'un qui vulgarise, pas que d'ailleurs, mais qui nous fait partager la philosophie extrêmement bien. Et ce qu'il m'a appris, en tout cas, c'est qu'il y avait déjà, il y a 2500 ans, 3 termes différents en Grèce pour nommer l'amour. Il y avait Eros, Philia et Agapé. Il y en a même un 4e qui s'appelle Storgé, mais je vais faire simple. Eros, Philia et Agapé. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Eros, c'est l'amour-passion, c'est l'amour romantique, celui que vous imaginez, je pense, depuis que je vous parle. Et Platon, déjà, le définissait comme l'amour est désir et le désir est manque. Alors, ce n'est pas le désir sexuel ici, c'est le désir de rencontrer quelqu'un qui va venir nous apporter une complétude, quelqu'un qui va nous aider à être heureux. Donc, le moteur de Eros, quelque part, c'est le manque. Le manque crée un désir, et vous espérez trouver chez la personne dont vous tombez amoureux qu'elle va venir combler ce manque. Donc vous allez tomber amoureux, mais pour espérer d'avoir de l'amour en retour et de former qu'un avec l'être aimé. Donc vous voyez que là, au niveau comportemental, si j'ose utiliser cette notion-là, eh bien le moteur de l'amour ici, c'est une sorte de manque. Ils ont nommé Philia. Alors Philia, pour faire très simple, ça pourrait être l'amitié, ça pourrait être l'amour des parents pour leur enfant, entre frères et sœurs, mais aussi l'amour du vin blanc, du calva, du camembert. J'aime le camembert, j'aime le vin blanc, j'aime le calva. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui est là et on se réjouit que ce soit là. On aime ça, on aime ses enfants, on aime ses amis, on aime passer du temps avec eux et on se réjouit. Donc là, c'est plus une joie finalement pour quelque chose qui existe, alors que Eros, c'était plutôt un manque, une pulsion pour essayer de répondre à un manque. Et puis il y a une troisième forme d'amour qui était agapé, qui était prise en compte aussi par les Grecs, qui serait une sorte d'amour universel et inconditionnel pour l'humanité, pour ses prochains. Voilà, je ne suis pas vraiment sûr que ça existe totalement. Et bien sûr, ces frontières sont assez, pas aussi strictes que ça en a l'air. En tout cas, ça nous a bien aidés. Qu'est-ce qu'on va étudier finalement ? Est-ce qu'on va étudier les mécanismes moléculaires du manque ? Est-ce qu'on va étudier les mécanismes moléculaires de la joie d'avoir ce que l'on apprécie sous la main, ou l'amour universel de son prochain. Donc vous voyez que pendant 3-4 ans, on a eu le temps de réfléchir. Et puis on a essayé aussi de lire un petit peu au-delà de ça. Donc les poètes, je vous recommande la lecture d'Ovide. Ovide a écrit un petit bouquin qui s'appelle L'art d'aimer, donc il vous donne des recettes, comment aimer. Mais il a écrit un petit bouquin encore plus utile, c'est L'art de désaimer. C'est-à-dire, si un jour vous vous faites larguer et que vous avez du mal, mais il vous donne plein de recettes, c'est un romain, donc il est très pragmatique, plein de recettes pour essayer de vous débarrasser de l'image de celui qui vient de vous larguer ou de celle qui vient de vous larguer. Et puis Éluard, donc c'est un de mes poètes préférés. Et quel est l'intérêt d'aller lire les poètes ? Eh bien simplement, tout de suite, ils vont ramener le chimiste et le scientifique à sa juste place, en vous disant « Coco, tu essaies de comprendre les mécanismes moléculaires de l'amour, tu peux toujours t'accrocher. Jamais les scientifiques n'arriveront à expliquer comment un poète est capable de sortir un poème d'amour, de rentrer dans sa tête, intelligence artificielle ou pas, ou on n'y arrivera jamais. Donc on sait que l'on va juste égratigner la surface des choses, donc c'est pas mal. On ne pouvait pas ignorer les psychanalystes, même si je ne connais pas grand-chose, mais vous allez voir que la science est venue donner quelques arguments aux intuitions de Freud, aux siennes, ou celles qu'il a piquées à droite à gauche, mais notamment sur les rapports ambigus de l'amour pour la mère, mais la mère qui a dû coucher avec un homme, etc. etc. Donc, je vous renvoie à Freud. Et puis Narcisse, l'importance de s'aimer soi-même, oui, mais pas trop. Et puis le désir, quand est-ce que le désir apparaît ? Quel est le moteur du désir ? Les premiers plaisirs de la petite enfance, voilà. On est tombé sur Lacan aussi. Alors, Lacan définit l'amour comme donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors je vous laisse réfléchir. J'ai longtemps fait ça comme blague, et puis au bout de 2-3 ans, je me suis dit, mais merde, il a peut-être pas tort. Donc prenez le temps d'y réfléchir. Lorsque vous êtes tombé amoureux, qu'est-ce que vous donniez à la personne ? Qu'est-ce que vous attendiez en retour ? Voilà. Donnez ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous allez voir, c'est pas si stupide que ça. On lui a demandé à lui-même ce qu'il avait voulu dire par là, il a répondu, je me souviens pas, j'ai dit ça, je vois vraiment pas. Donc pour vous dire, ne vous énervez pas non plus trop là-dessus. Et puis les scientifiques, alors il y a un scientifique que je voudrais citer, c'est Jean-Didier Vincent, il était pharmacologue à Bordeaux, il est décédé l'an dernier je crois, et c'est quelqu'un qui s'est intéressé là aussi à la biologie des passions. Il a sorti en 86 un très bon bouquin, et malheureusement c'était trop tôt, comme moi, il n'avait aucun fil à tirer pour s'intéresser à l'amour. Donc, il s'est intéressé à plusieurs passions, mais l'amour il n'a pas trouvé. Et puis sa jeune femme, qui avait 20 ans de moins que lui, Lucie Vincent, elle a bénéficié de quelques informations récentes, et puis... ils ont divorcé depuis.
Mais en tout cas, à la sortie des bouquins, si vous regardez sous Lucie Vincent, elle a écrit des très bons bouquins de vulgarisation sur ce que je vais vous raconter. On en était là à peu près dans les années 2000, et ce qui était très frustrant, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au niveau moléculaire, il n'y avait strictement rien, aucun fil à tirer, et j'ai même pas pu démarrer le projet. Je ne savais pas par quel bout le prendre. Et puis j'ai eu la chance d'être à Montréal, d'assister à une conférence qui était partie pour être très très ennuyeuse. C'est une conférence sur vasopressine, ocytocine. La vasopressine, c'est l'hormone qui fait pisser, et l'ocytocine, c'est celle qui fait accoucher. On y reviendra. Donc j'étais là parce que je travaillais déjà sur l'ocytocine. Et là, en plein milieu de cette conférence, est apparu Thomas Inzel. Et Thomas Inzel et Lowell Lee Gates sont venus faire une conférence qui a laissé tout le monde absolument muet. Lowell Lee Gates est un zoologue. Toute sa vie, il a été payé par l'université pour traîner à quatre pattes dans les prairies, mettre des petits appâts de maïs pour faire venir à lui les campagnols. Il a étudié les comportements des campagnols. Donc on a toujours l'impression que c'est le genre d'investissement à l'université qui ne sert à rien. Mais vous allez voir que derrière lui, tout a explosé. Parce que qu'est-ce qu'il a observé, Lowell Lee Gates? Il a observé que dans les prairies, lorsqu'il mettait son maïs, il voyait toujours venir les campagnols par couple, un mâle et une femelle. Il leur a mis des petits capteurs et il s'est rendu compte que dès qu'ils s'étaient rencontrés, ils avaient formé un couple monogame indéfectible. Et lorsqu'il y avait des petits, le père et la mère s'en occupaient. Et lorsqu'il a grimpé dans les montagnes rocheuses derrière, loin de son labo, il s'est rendu compte que c'était soit un mâle, soit une femelle. Il leur a mis des capteurs et il s'est rendu compte que quand ils se croisaient, il y avait rapport sexuel. Et après, chacun se barrait de son côté et la mère élevait pratiquement seule les petits. Ça vous rappelle des trucs? Bon, bref. Donc, toujours est-il qu'en tant que chercheur, il était vachement content parce qu'il avait une population très homogène d'animaux qui avaient des comportements radicalement opposés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est scientifique? On essaie de trouver la différence. Et donc, ces animaux ont été amenés au laboratoire et on a dosé tout ce qu'on pouvait doser dans le sang, dans les urines, dans le cerveau, partout. Et la seule différence qui a été trouvée, c'est que ceux de la prairie avaient beaucoup d'oxytocine dans le sang et dans le cerveau, et ceux de la montagne en avaient très peu. Que fait un scientifique dans ces cas-là? Il a pris les polygames de la montagne, il leur a injecté dans le cerveau, ça fait pas mal, je vous rassure, il y a zéro capteur de la douleur dans le cerveau. Il leur a injecté l'ocytocine, et bien les polygames sont devenus monogames. Et le père polygame qui se tirait dès qu'il y avait eu accouplement, là il restait pour s'occuper de ses petits. A l'inverse, il a pris les monogames de la prairie, il a utilisé une molécule qui bloque l'hormone, qui bloque l'oxytocine, ce qu'on appelle un antagoniste, et bien les monogames sont devenus polygames. Donc simplement en jouant sur une hormone, l'ocytocine, il a réussi à inverser des comportements aussi complexes, a priori, que l'attachement entre individus, et puis ce qui est aussi l'attachement entre ces individus et leur progéniture. Et donc là, c'était à la fin de sa conférence, il y a eu 5 secondes de silence, avant que les applaudissements ne viennent, parce que tout le monde se disait, merde, quoi, même l'amour, même l'attachement, une molécule, on arrive à jouer là-dessus. Et c'était le point de départ pour moi de mes recherches, ce dont je vais vous parler maintenant, et des recherches de collègues. Je vous l'ai dit, en 97-2000, 0 publication. Aujourd'hui, il y a 45 000 publications dans la littérature sur l'ocytocine, pour vous dire combien les scientifiques se sont jetés là-dessus. Alors, l'oxytocine, qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, c'est la seule diapo. C'est une molécule pas très très complexe. Elle n'est pas très petite. Il y en a des plus simples, mais pour un chimiste, en une semaine, on peut la fabriquer. Ce n'est pas une molécule atroce. Cette molécule, elle est fabriquée dans nos cerveaux. Et puis, elle fait de l'effet dans les cerveaux. Après, elle passe dans le sang et elle va agir partout où elle peut dans le corps. Et ce qui a déjà été extrêmement intéressant, c'est que cette molécule, elle est conservée dans toutes les espèces animales à reproduction sexuée. C'est-à-dire qu'on la trouve chez les primates, on la retrouve chez les oiseaux, chez les grenouilles, les poissons, les vers de terre, les hydres. Donc aussi loin qu'on remonte dans l'évolution animale, il y a déjà cette hormone, elle était absolument conservée par l'évolution. Ce qui indique qu'elle a un rôle extrêmement important pour toutes ces espèces animales. Et vous voyez, on peut remonter à 700 millions d'années. Il y a 700 millions d'années, on sait que cette hormone était déjà là. Donc, pourquoi est-elle aussi précieuse? C'est ce qu'on a essayé de voir. Comment ça marche? Donc une hormone, c'est sécrété quelque part, ça se balade dans le corps, emporté par le sang ou entre les neurones. Et puis à certains endroits, elle va croiser une molécule, qui va être une protéine, une très très grosse molécule, qui va avoir une forme complémentaire. Donc c'est ce qui est symbolisé ici. Vous voyez ici, si ça symbolise notre hormone, je vais simplifier, hein. À un moment donné, elle va croiser cette très très grosse molécule, c'est une protéine, c'est une seule molécule ici. Et puis là, il y a une cavité, et l'hormone va rentrer là-dedans, en prenant le modèle d'une clé qui rentrerait dans une serrure, si vous voulez, c'est le modèle classique.
C'est un peu plus compliqué, c'est une clé molle dans une serrure molle, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et il suffit qu'il y ait coït moléculaire, que cette molécule rentre dans l'autre, et ça va provoquer ici toute une cascade d'événements qui vont faire que la cellule va répondre. Et ça va induire une multitude de fonctions. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en revue toutes les fonctions de cette hormone, qui est aussi un neurotransmetteur. On va parler de neurohormone, parce qu'elle va agir localement sur les nerfs, et puis après, emportée par le sang, elle va agir un peu partout en tant qu'hormone. En fait, c'est une molécule que les biologistes connaissent depuis les années 1910 à peu près. Pourquoi ? Parce qu'on a observé que si on prend l'hypophyse animale et qu'on applique ça sur un utérus d'animal, ça va provoquer les contractions de l'utérus. Et en fait, on sait depuis les années 1950 que c'est l'hormone qui est sécrétée à un moment très particulier par les femmes et par les femelles chez les mammifères, et il y a des grandes décharges, et c'est ça qui va provoquer les contractions de l'utérus. C'est ça que les gynécologues et les sages-femmes injectent aux femmes encore aujourd'hui pour provoquer artificiellement les accouchements. Voilà, de manière abusive d'ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va être trop long. Mais aujourd'hui, la tendance est de diminuer, d'essayer d'éviter ces injections d'oxytocine quand ce n'est pas nécessaire. Avant, c'était fait juste pour que la sage-femme qui était seule face à 10 femmes enceintes, elle les fasse accoucher l'une après l'autre, pour ne pas se retrouver avec 3 femmes à accoucher seules dans sa clinique. Vu que le gynécologue il est en train de jouer au golf, et a laissé sa sage-femme toute seule se démerder. Donc c'était ça la technique. Donc vous voyez que il y avait 80% des femmes qui étaient accouchées sous ocytocine. Ce serait à peu près indispensable. Alors c'est utile parfois, mais à peu près pour 20% des femmes. Aujourd'hui, ils commencent à faire gaffe, donc ils sont retombés à 60%, 50%, donc ça commence à se calmer. Donc c'était connu pour ça, provoquer l'accouchement, naturellement avec l'hormone sécrétée par la femme, ou en intramusculaire, en intraveineuse, si on vous injecte ça en clinique. Ça aussi stimule l'éjection du lait. Donc il y a des femmes qui peuvent fabriquer du lait, mais les glandes mammaires ne contractent pas pour l'éjecter. Un petit sniff d'oxytocine dans le nez, et hop, on peut permettre la contraction des glandes mammaires. Voilà. Et l'allaitement. Alors, ce qui s'est rajouté depuis, qui n'existait pas à l'époque, on s'est rendu compte depuis que ça protégeait l'enfant de la douleur. On pense souvent à la douleur de la mère, mais qui parle de la douleur de l'enfant hein, lorsque le bébé est en train de sortir, qui passe dans l'utérus, qui l'écrabouille, parfois il y reste coincé 5 minutes, eh bien l'oxytocine le protège de la douleur et le protège du manque d'oxygène. Donc un bébé peut résister 5, 6, 7 minutes, il va sortir avec une jaunisse, mais il va sortir vivant de 5 minutes d'apnée pratiquement. Et c'est grâce à l'ocytocine, ça a été montré par des collègues. Bon voilà, donc au niveau de l'accouchement, c'est essentiel. Et ça, c'était connu plus ou moins déjà dans les années 1970, on va dire, et c'est utilisé en obstétrique depuis les années 50 aux États-Unis, 70 en Europe. Mais la révolution est venue de l'expérience que je vous avais montrée auparavant. Donc on s'est mis à chercher d'autres fonctions de l'oxytocine. Tous les chercheurs se sont précipités là-dessus. Et là, c'était absolument sidérant. C'est la plus belle hormone que je connaisse. Elle fait des choses incroyables. Alors ici, on va regarder du côté attachement parent-enfant. On a vu que ça avait un impact chez les campagnols, donc on a regardé chez les êtres humains. Mais on a vu que cette molécule était essentielle pour induire quelque part le comportement maternel et le comportement paternel. La femme produit l'oxytocine pour accoucher tant qu'elle allaite, et bizarrement, chez le père, ça suit la même courbe. Si le père est là, s'il est en empathie avec la mère, eh ben, il va lui aussi avoir son ocytocine et ça va faciliter son comportement paternel. Extrêmement important, l'oxytocine est nécessaire pour donner à l'enfant les codes de l'interaction sociale. Tout enfant qui naît, quelle que soit son ethnie, qu'il soit japonais, mexicain, belge, normand, eh bien, il naît avec la capacité de lire sur un visage les émoticônes. Il sait qu'un sourire, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Il sait que des sourires froncés, là, il est en train de faire une connerie. Et c'est comme ça, les enfants ont les codes, et c'est comme ça qu'ils construisent leur identité, leur personnalité avec leur entourage. Ce qu'il y a de commun à la plupart des personnes qui souffrent, pas toutes, on va être très très prudent avec l'autisme, mais la plupart des personnes qui souffrent de troubles du spectre autistique, eh bien, c'est ça qui leur manque. Et donc, du coup, ils arrivent dans un monde en n'ayant pas les codes de l'interaction. Et donc, typiquement, les TSA, eh bien, ça va être des troubles de l'interaction sociale. Et c'est ça qui leur manque. Voilà, donc, la filiation, tout ce que je vous raconte a été montré chez les êtres humains, sauf la bravoure, on n'a pas étudié ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, chez les animaux, c'est l'ocytocine qui donne aux mères de la bravoure pour défendre leurs petits.
Si on bloque l'oxytocine, la chatte va se barrer si elle est attaquée par un pitbull. Si elle a son oxytocine, elle va défendre ses petits contre n'importe quoi. Et ça, c'est vrai dans différentes espèces animales. La dépression, alors une grossesse, c'est compliqué. Pendant 9 mois, on est focalisé sur un but. On atteint l'objectif et généralement, il y a une petite dépression, quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années parfois, chez la mère. Et bien, on a démontré que plus la mère fait d'oxytocine, moins elle est déprimée. Et plus son épisode de dépression est bref. Pareil pour l'anxiété. On a aussi, il y a des manips qui suggèrent, c'est un peu moins net, mais que l'oxytocine associe du plaisir à un tas de choses, au contact peau à peau. Si on met un nouveau-né sur la peau de sa mère, les sages-femmes l'avaient remarqué, sans faire de science, eh bien on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément, à la naissance, de récepteurs de l'oxytocine sur la poitrine de la mère et de l'enfant. Et lorsqu'ils se mettent l'un contre l'autre, eh bien, ça réconforte l'un et l'autre, ça leur apporte du plaisir et du réconfort. Et d'ailleurs, on a gardé ce réflexe, si vous avez un ami, un copain qui ne va pas bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le prendre dans vos bras pour le rassurer. Donc ce réflexe viendrait de là. Et puis à tout ça, ça associe du plaisir. Au fait de téter, de se nourrir, de boire, d'aller au sein de la mère, la voix de la mère, etc. Tout ça va apporter du plaisir à l'enfant. Et tous ces plaisirs vont se graver très très facilement dans le cerveau de l'enfant parce que le cerveau est très perméable dans les premières semaines de la vie. Et puis un jour, il y a sevrage. Donc d'un seul coup, tous ces petits plaisirs qu'il avait tous les jours, quand ça se passait bien, d'aller téter sa mère, la voix de sa mère, etc., un jour, on va lui dire, ça y est, c'est fini, prends une tétine, débrouille-toi. Eh bien, ça va créer quoi en lui ? Ça va créer du manque. Et là, bizarrement, on retrouve Freud. Donc on commence à donner peut-être quelques éléments de réponse à Freud. C'est-à-dire qu'il y a tous ces plaisirs que l'on a dans les premières semaines de la vie, et d'un seul coup, il y a sevrage, et donc ce manque va se graver en nous, de manière inconsciente, bien sûr, et ça va être le moteur de nos désirs ultérieurs. Bon, je simplifie à mort, c'est les psychanalystes dans la salle. Vous m'attendrez à la sortie. Donc, voilà. Et après, bien sûr, il y avait cette histoire au point de départ chez les campagnols, voir que certains campagnols étaient monogames, d'autres polygames. On a cherché à creuser plus loin. Quelle était la différence entre ceux de la plaine et ceux de la montagne ? Et ce qui a été trouvé, c'est qu'en fait, l'oxytocine et son récepteur sont identiques au niveau chimique, mais ce qui est différent, c'est le promoteur du gène. Ça sert à quoi un promoteur de gène ? Ça va définir à quel endroit et à quel moment le récepteur apparaît dans quelle zone du cerveau. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des promoteurs différents. Ceux de la prairie, avaient un promoteur long, et ceux de la prairie avaient je dis l'inverse, la prairie, promoteur long, et ceux de la montagne, un promoteur court. Donc on a trouvé quelle était la cause. Donc il semble que l'évolution ait sélectionné des populations avec tel gène ou tel autre gène, parce que c'est plus en adéquation avec leur environnement. Il y a des hypothèses, on pourra en parler si vous avez des questions plus tard. Voilà ce qui a été fait. Et il y a une manip magnifique qui a été faite, c'est qu'on a fait de la thérapie génique. C'est-à-dire qu'on a pris des souris de laboratoire, des petites souris blanches qui sont notoirement polygames. Et bien ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris le gène du campagnol avec le promoteur long, et on l'a injecté chez la souris. On a fait des souris mutantes, si vous voulez. Et bien ces souris sont devenues monogames. Donc pas seulement en injectant de l'oxytocine, mais aussi en modifiant le gène correspondant de l'oxytocine, on a réussi à jouer sur polygame, monogame. Voilà, c'est une démonstration absolument fantastique de l'importance de ce système pour ce comportement social. Alors la question évidemment qui s'est posée, c'est qu'en est-il chez l'homme ? Donc est-ce que aussi il y a la fidélité et l'infidélité chez l'homme et la femme, est-ce que c'est sous contrôle de l'oxytocine et sous contrôle du gène ? Alors toute la difficulté de mes collègues a été de trouver des hommes fidèles et des femmes naturellement fidèles, je veux dire, et des femmes naturellement fidèles. Et il y a un endroit au monde qui est vachement bien pour étudier ça, c'est la Suède. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une explication, je ne suis pas généticien. Il y a énormément de jumeaux en Suède. Homozygote, hétérozygote. Donc pour les gens qui veulent faire des études génétiques, c'est très pratique parce qu'en comparant des jumeaux, il est plus facile de trouver des références. Donc l'étude a été faite sur, je n'ai pas les chiffres ici, mais probablement sur des milliers de paires de jumeaux. C'est assez sidérant. Pendant des années, 9 ans, 10 ans d'études. Et on s'est rendu compte qu'il y avait différents variants du gène. Comme chez le campagnol, on a trouvé des variants différents selon telle ou telle personne dans la fratrie. Et on a réussi à corréler qu'il y a des gènes qui prédisposent les hommes ou les femmes à être stables en couple ou instables en couple. Voilà, c'est assez sidérant. Et on a remarqué qu'avec le promoteur particulier, il y avait notamment 2 fois plus de divorces et beaucoup plus de problèmes dans le couple. Donc même nous avons une prédisposition génétique à être stable ou instable en couple. Et ça se voit statistiquement.
Alors, je veux vous rassurer, nous ne sommes heureusement pas entièrement sous le contrôle de nos gènes. C'est-à-dire, vous pouvez démarrer avec un gène de la fidélité, et puis votre histoire va vous rendre polygame. Ou ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Vous pouvez naître avec des gènes de la polygamie, puis votre histoire, votre éducation, etc. peut vous rendre monogame. Donc on n'est pas complètement prédestiné par les gènes. Mais on arrive à en trouver la trace de manière statistique. Donc voilà, c'est devenu absolument passionnant. On a aussi vu que la caresse, le massage, le fait de danser ensemble, le fait de faire des sports de combat corps à corps, le fait de faire de l'improvisation musicale, de la méditation, tout ça fait monter l'ocytocine. Et voilà. Et à chaque fois, ça associe du plaisir. L'érection, vous connaissez le Viagra, donc le Viagra provoque l'érection, mais si vous mettez du Viagra et que vous bloquez l'oxytocine, il n'y a pas d'érection. L'oxytocine est aussi indispensable à l'érection. Voilà. Et puis l'orgasme, il était démontré, de manière un peu floue, qu'au moment du baiser sur la bouche, un beau French kiss, eh bien, au bout d'une minute, l'oxytocine commence à grimper. Et ça crée un lien affectif. Donc si vous ne voulez pas vous attacher quelqu'un, donc essayez de l'embrasser, montre en main. Moins d'une minute, ça va. Plus d'une minute, il ou elle va commencer à être un petit peu collante. Et puis aussi, il y a des études qui ont été faites par imagerie, IRM, imagerie médicale. Il y a des personnes qui arrivent à se provoquer par autostimulation des orgasmes, plus ou moins facilement. Donc on a enregistré des orgasmes dans l'appareil d'IRM. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des IRM, mais donc c'est assez spectaculaire. Et à chaque orgasme, pouf, il y a des décharges d'ocytocine. 10 minutes ? Ok. On va accélérer un petit peu. Donc, voilà. Et puis pour terminer, autre chose spectaculaire, c'est aussi l'attachement entre un individu et son groupe social. On a montré que si on fait sniffer l'oxytocine à quelqu'un, on va décupler son empathie. Si on lui fait sniffer l'oxytocine, il va accorder beaucoup plus facilement sa confiance à un autre être humain. Il y a des tas d'expériences extraordinaires de neuropsychologues qui ont fait ça. L'altruisme, la générosité. Donc il a été montré que les personnes très très impliquées dans les associations caritatives ont aussi le promoteur long. Donc ils ont un gène qui les prédispose à être altruistes. Ah, ça c'est incroyable. Bon voilà, je vais accélérer. Donc, voilà les fonctions. Et surprise, c'est qu'alors qu'on s'était cassé les pieds pendant 2-3 ans à distinguer Eros, Philia et Agapé en pensant qu'il y avait des mécanismes différents, on retrouve que l'oxytocine est derrière les trois. Eros, vous avez vu, l'orgasme, etc., le désir. Philia, c'est l'attachement parental, par exemple. Et puis Agapé, c'est ce que je viens de vous dire, l'amour universel de son prochain. Donc l'oxytocine a été utilisée par l'évolution pour venir moduler toutes ces formes d'attachement. D'où l'idée que l'intérêt de tout ça, c'est... Et en plus, elle a été extrêmement conservée au cours de l'évolution, ce qui montre son importance. Et l'idée aujourd'hui, c'est que l'évolution aurait utilisé cette molécule dans plein d'espèces animales différentes, dont les humains, pour essayer d'associer quelque part du plaisir à toutes les fonctions qui sont cruciales pour la survie de l'espèce. Si vous êtes un mammifère, il faut accoucher, il faut allaiter, il faut comprendre son environnement social, il faut, voilà, etc. Il faut faire le tour du cercle. Donc c'est un petit peu la vision que l'on a aujourd'hui de cette molécule, qui est peut-être fausse, mais en tout cas, ça a l'air de tenir la route. Pour conclure, dans les minutes qui me restent, on s'est dit, du coup, maintenant, ça c'est pour la recherche fondamentale. Donc, je n'ai pas voulu vous présenter ça aujourd'hui, je l'ai montré hier à l'université, mais derrière ça, on a fait plein de molécules fluorescentes, radioactives, des tas de sondes pour comprendre tous ces mécanismes, faire de l'imagerie. Ça, c'est la recherche fondamentale. Aujourd'hui, je vais terminer sur la recherche appliquée. C'est-à-dire, on s'est dit, est-ce que partant de là, de cette connaissance, est-ce qu'on peut faire des médicaments et pourquoi ? Eh bien, les expériences de tous nos collègues biologistes ont suggéré que l'oxytocine pouvait être très, très utile pour aider les personnes souffrant de troubles de l'interaction sociale, comme par exemple les personnes qui ont des problèmes avec les TSA, les troubles du spectre autistique. Probablement, ça peut aider au sevrage des addictions. On a montré aussi que ça permettait de contrôler un certain nombre de douleurs, de limiter les dépressions, certaines formes d'anxiété sociale. Il y a des expériences qui montrent que des anorexiques qui ont pris cette molécule pour la première fois ont retrouvé l'estime de leur corps et ont retrouvé un comportement alimentaire normal. L'obésité, il y a des gens qui ont une boulimie, à l'inverse de l'anorexie, qui ont au contraire une boulimie. Je pense notamment à une maladie rare qui s'appelle la maladie de Prader-Willi, où c'est terrible. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent, ça leur donne rien à manger, ils se mangent les doigts, et ils mangent leur sel, enfin c'est vraiment dégueulasse. Un petit coup d'oxytocine, et puis on rétablit le comportement. C'est le travail de Françoise Moscatelli à Marseille. Voilà, récemment la schizophrénie, le vieillissement, donc l'oxytocine, chez l'animal, on a montré que ça servait à tout ça. Qu'est-ce qui nous a intéressé, nous ? C'est plutôt l'autisme. C'est la petite expérience qu'il y avait là. Si à la naissance,
on prive un rat d'oxytocine, on voit qu'il va rester dans son coin, il ne va pas interagir avec son groupe social. Donc on s'est dit, nous et d'autres, on s'est dit, mais finalement, est-ce que ça pourrait interagir avec les troubles du spectre autistique? Alors il faut être extrêmement prudent. L'éventail de l'autisme est infiniment large, depuis des génies qui vivent très très bien leur légère atypie, à des gens qui au contraire sombrent et sont complètement en marge de la société. Donc il faut faire attention, il faudrait mettre plein de bémols, et je vais essayer de ne pas faire d'impair. Mais toujours est-il que dès que ces résultats sont sortis, eh bien, les médecins, les psychiatres, ont pu utiliser un spray nasal d'oxytocine qui était commercial déjà pour aider les femmes à allaiter, à éjecter le lait. Et ils ont pu faire des expériences avec ça. Et pour la première fois, ils ont fait sniffer des autistes à cette molécule. Pour la première fois de leur vie, ils ont regardé droit dans les yeux, ils n'avaient plus peur du regard, et ils se sont mis à être capables de dire cette personne est gentille, cette personne est méchante, celui-là il est triste, celui-là il est gai. C'est comme si on leur avait enlevé d'un seul coup le filtre qu'ils avaient sur le visage. C'était incroyablement spectaculaire. Et on a aussi démontré que chez les autistes, il y avait des défauts d'oxytocine, etc. Il y a une multitude d'indications qui suggèrent que l'oxytocine peut ramener alors je pourrais dire à la normale, mais peut aider les autistes à retrouver une interaction sociale plus classique, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était la raison pour laquelle on a commencé le projet. Pourquoi ne pas utiliser l'oxytocine elle-même? Eh bien, pour toutes ces raisons. D'abord, parce que l'oxytocine, si on la prend par voie orale, elle va rester dans les intestins, elle va ressortir. Elle ne va pas aller dans le cerveau. Trop grosse. La molécule est trop grosse, elle ne passe pas les membranes. Si vous la mettez en intraveineuse, elle va tourner dans le sang, mais en périphérie, elle ne va pas réussir à rentrer dans le cerveau, qui est protégé par une autre membrane. Or, c'est dans le cerveau qu'on veut qu'elle agisse. Et puis, dans le corps, elle va être coupée en morceaux en 5 minutes. Donc, elle va avoir un effet très, très court. Elle n'est pas complètement spécifique, mais surtout, en plus, comme tout ça est publié, on ne peut pas prendre de brevet. Puisque c'est connaissance publique. Si on ne peut pas prendre de brevet, aucune industrie va investir 1 milliard d'euros pour prouver que c'est un médicament efficace. Donc, le défi pour nous et pour d'autres, c'était de trouver une autre molécule artificielle, de concevoir une molécule qui soit plus stable, actif par voie orale, spécifique, brevetable. En 3-4 diapos, un petit résumé, assez facile. 35 ans de recherche, 30 ans d'échecs. Donc pendant 30 ans, avec des doctorants, des chercheurs, etc., heureusement, ils faisaient autre chose à côté, mais 30 ans d'échecs. Et on n'a jamais vu ça. D'habitude, quand on commence à bricoler un neurotransmetteur, une hormone, on avance un peu, on recule, voilà. Là, rien. Mais rien de rien. Et on n'est pas les seuls, parce que je pense qu'il doit y avoir au moins une quarantaine de laboratoires dans le monde. Personne n'a rien trouvé. Et pour l'instant, ce que je vais vous montrer, on est les seuls à avoir trouvé une molécule qui marche. Et je vais vous dire comment. Oui, c'est pas tout à fait mon topo. Donc, mais c'est pas grave. On va aller directement à la conclusion, du coup. Après 30 ans d'échecs, on a fini par trouver une molécule qui est dessinée à gauche, ici. Et puis, c'était la première molécule de synthèse qui s'est révélée efficace. Alors, vous voyez, un exemple de modèle. On arrive à rendre des souris, entre guillemets, autistes. C'est-à-dire des souris qui ont des troubles de l'interaction sociale. Ça peut se faire en jouant sur des gènes, ça peut aussi se faire en leur donnant la dépakine. Vous connaissez peut-être la dépakine, c'est un anti-épileptique qui était donné aux femmes et aux hommes. Et c'est un médicament très utile, sauf quand on le donne à une femme enceinte, parce qu'à ce moment-là, les femmes enceintes, si elles prennent de la dépakine, leurs enfants vont souffrir de troubles de l'interaction sociale. C'est le scandale, les procès qu'il y a avec Sanofi actuellement. Vous prenez des souris enceintes, vous leur donnez la dépakine, elles vont accoucher de souriceaux qui auront des troubles de l'interaction sociale. Donc on arrive à reproduire chez la souris toute une série de comportements. Et vous voyez la différence? Une souris normale, elle va passer 80% de son temps à aller se coller, se frotter nez à nez, se coller contre les autres souris de la cage. Les souris mutantes, ou traitées à la dépakine, elles vont à peine passer 15-16% de leur temps à interagir avec leurs congénères. On estime que c'est un bon modèle, un des meilleurs modèles que l'on puisse faire aujourd'hui de l'autisme. On donne notre molécule, on ne change rien aux souris classiques, et puis vous voyez que les souris qui étaient déficientes en interaction sociale, d'un seul coup, on leur redonne toute la capacité d'interagir avec leurs congénères. Alors ça, c'est un exemple, il y a une multitude d'exemples. Ça, c'était publié, et malheureusement, cette découverte, eh bien, le temps qu'on démontre tout ça, il s'est passé 3 ans. Or, la thèse dans laquelle cette information était confidentielle 3 ans. On a eu ces résultats 3 ans et 15 jours plus tard. Et donc, en gros, l'information n'était plus confidentielle. Donc, il était impossible de prendre un brevet. Donc, une fois, après 30 ans, 32 ans de recherche, on avait une molécule qui marchait, impossible de l'exploiter, d'en faire un médicament.
Donc il a fallu qu'on recommence pour trouver mieux. Mais je vous rassure, je vous fais la fait bref. Donc on a réussi en bricolant, là c'est encore 4-5 ans d'effort, on a réussi en bricolant à trouver la molécule qui est à droite, le LIT002. Le LIT, c'est pas un lit, c'est le laboratoire d'innovation thérapeutique. Bon, ça me faisait marrer de travailler sur l'amour au lit, donc c'est moi qui ai choisi le nom du laboratoire. Mais bon, voilà. Et donc cette molécule, elle est superbe, elle est plus active que l'oxytocine elle-même, elle est absolument pas toxique dans tous les essais que l'on a fait, et surtout, j'ai juste une petite diapo de science, c'est comme ça que l'on mesure l'efficacité, donc rassurez-vous, chaque fois ce que l'on regarde, c'est les interactions sociales entre souris dans une multitude de domaines. Alors juste, on va en prendre un au hasard, mais voilà une souris classique, ici c'est les temps de contact nez à nez. Donc mes chercheurs regardent et avec des chronomètres à la main, avec des caméras, ils comptent combien de temps elle se touche les pattes, elle se frotte, voilà. Et donc une souris, celle-ci, c'est 60% de son temps. Et la souris, entre guillemets, mutante, vous voyez que beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins de contacts. Si on donne notre molécule, ça ne change rien pour les souris classiques. Et puis par contre, les souris qui souffrent de troubles de l'interaction sociale, elles retrouvent un comportement normal. Et ça s'est vérifié sur une multitude de modèles. Chaque fois, notre molécule ramène à la normale et à une dose incroyable de 0,03 mg/kg. C'est-à-dire pour un être humain comme nous, un comprimé qui aurait la taille d'un grain de couscous devrait suffire, donc ce serait facile à avaler, à résoudre le problème. Je vais conclure. Oui, mon coordinateur est là. Ouais, c'est bien. Et je ne vous vois pas, donc c'est cool. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que cette molécule, cette fois, on a fait gaffe. On l'a gardée confidentielle jusqu'à novembre, il y a 2 ans maintenant. On a pu déposer les brevets ont été acceptés. Et c'est là que s'arrête le travail d'un universitaire ou d'un chercheur. Découvrir la molécule, montrer qu'elle est active dans les meilleurs modèles qui existent, montrer qu'elle n'est pas toxique, que tout ça est faisable. Et après, c'est plus notre rôle. Après, ce qui se passe, c'est qu'on arrive jusqu'au brevet, et il faut que des industriels rachètent le brevet, et c'est eux qui vont faire toute la suite. Donc ça a été fait. Les brevets ont été ce qu'on appelle licenciés. Alors l'université et le CNRS restent propriétaires du brevet. On est inventeur, mais c'est l'université qui est propriétaire. Et puis là, il y a une start-up qui a accepté de racheter les brevets, qui travaille dessus actuellement. Je ne vous en parle pas, mais la molécule marche sur le sevrage à l'alcool. J'ai des collègues allemands qui arrivent à saouler des rats. Donc ils leur font boire de la bière, du vin et du schnapps. Les rats sont bourrés pendant 6 mois. Ils sont complètement accros à l'alcool. Si on leur supprime l'alcool, ils deviennent fous. On leur donne notre molécule, on arrive à les priver d'alcool. Donc ça marche pour le sevrage à l'alcool. Voilà, on essaie d'autres addictions. Ça marche très bien pour les douleurs type sciatique, etc. Et il y a plein de potentiels, je ne vais pas vous en parler. Donc pour conclure, je promets. Donc, ce que l'on a finalement, c'est un nouvel espoir. Il y a eu 4 molécules que l'on pensait pouvoir aider, qui sont tombées, qui se sont révélées inactives. Donc, c'est un nouvel espoir et le seul pour l'instant de trouver une molécule qui puisse aider les autistes à améliorer leur interaction sociale et à avoir une meilleure vie s'ils le souhaitent. Donc, l'autiste qui est un génie et qui a réussi à s'insérer dans la société en valorisant ses compétences particulières, il n'a pas besoin d'être soigné. Si on soigne Mozart et qu'on en fait Klederman, ça ne va pas le faire, quoi, d'accord ? Donc on va laisser les génies tranquilles. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être 90% des personnes qui ont des troubles, qui sont rattachés plus ou moins, mais il y en a qui souffrent, qui sont isolés, et à qui ça ferait beaucoup de bien, un petit peu d'aide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au stade où on en est, après 35 ans d'efforts, il y a encore au moins 8 ans de travail. Mais ça, c'est plus nous, c'est l'industrie qui va devoir le faire, parce qu'il va falloir 1 milliard d'euros. Donc, ce n'est pas l'université qui va mettre 1 milliard d'euros. On a mal de chiens à trouver à 500 euros. Donc, voilà, donc il faut 1 milliard d'euros. Pourquoi ? Parce que maintenant, il va falloir faire ce qui est écrit en bas, c'est-à-dire faire des kilos de la molécule. Nous, on a tout fait avec 2-3 grammes. Maintenant, il faut faire des kilos, ça coûte cher. Et puis surtout, après, il va falloir aller chez l'homme, c'est-à-dire payer les lits d'hôpitaux, payer les médecins, payer les infirmières, payer tout ça, sur 10, puis 100, puis 500, puis 1000 personnes. Ça prend beaucoup de temps, ça vaut très très cher, et c'est ça qui va... Donc il faut au moins 8 ans, avant d'espérer qu'au bout du compte, on trouve... chez quel type de patient ça peut marcher, et puis qu'on ait l'accord du ministère pour la mettre sur le marché. Voilà ce qu'il reste à faire. Donc vous voyez qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et pour conclure, yes, sur l'amour quand même, parce que vous n'êtes pas venu que pour l'autisme et la chimie. Alors je voudrais juste préciser, mettre plein de bémols à tout ce que je vous ai dit. C'est que l'amour, l'oxytocine ne va jamais vous rendre amoureux. L'oxytocine va faciliter l'empathie, va faciliter les contacts sociaux, va vous aider à sceller, à augmenter le lien avec une personne.
Mais tomber amoureux de quelqu'un, ça va être le fruit de tous vos gènes. Des centaines de gènes vont s'activer. Vous croisez une personne, le coup de foudre, mettons. Des centaines de gènes d'un seul coup vont s'activer. Il va y avoir des milliards de mécanismes moléculaires très simples qui vont se mettre en branle de manière concertée. Et puis vous allez perdre votre lucidité, gommer les défauts de la personne, vous lancer dans le vide et espérer que cette personne va changer votre vie. Ce n'est pas une hormone qui fait ça. L'ocytocine donne un petit coup de main. Mais ce qui va faire que vous allez tomber amoureux d'une personne, c'est tous vos gènes, c'est votre histoire, votre environnement, et puis plein d'autres choses dont on pourrait parler, comme les odeurs, les parfums de la personne, ses proportions, la qualité de son cheveu. Tout ça va contribuer à faire que vous allez être attiré vers telle ou telle personne. Donc l'oxytocine, ce n'est pas l'hormone de l'amour, c'est clair. Mais ça peut être la flèche de Cupidon, ça donne un petit coup de main. Je vous ai dit qu'il y a des gènes qui nous prédisposent à être fidèles, infidèles, etc., etc. Oui, mais heureusement, on n'est pas conditionné à vie par nos gènes. C'est-à-dire que plus l'éducation sera forte, plus notre histoire va nous impacter, plus des événements vont se graver dans notre mémoire, et tout ça va venir prendre le dessus, parfois, sur la prédestination de vos gènes. Donc heureusement, nous ne sommes pas que conditionnés par nos gènes, il y a tout le reste. Et heureusement, vous l'avez compris, tout ça est absolument incompréhensible et sera incompréhensible pour toujours pour des scientifiques. Il va être impossible de comprendre tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, tout ce que vous avez dans votre tête, conscient, inconscient, tous les mécanismes qu'il y a derrière qui se mettent en branle. Donc heureusement, l'amour va rester mystérieux. Je termine là-dessus. Dernier point, on a vu oxytocine et survie de l'espèce. Et il est clair que, heureusement, la nature fait des expériences et qu'on peut tout à fait tomber amoureux sans être dans une logique de reproduction. On peut tomber amoureux à 5 ans, on a tous été amoureux à 5-6 ans, c'était pas pour faire des enfants à l'époque. On peut tomber amoureux à 80 ans, vous verrez, ça vous arrivera, j'espère. Et donc, c'est pas pour se reproduire. Et puis, il y a les amours homosexuels, évidemment, on n'est pas forcément dans une logique de reproduction, même si l'idée peut venir derrière. Voilà. Donc, surtout, j'essaye de ne pas être trop réductionniste, d'échapper à la critique de réductionnisme, parce que de toute façon, l'amour, c'est pas réductible. Voilà. Et aussi, alors, c'est en vente sur Internet, n'allez pas l'acheter. La pureté n'est pas garantie, il y a des tas de saloperies avec, il n'y a pas besoin. Si vous voulez faire monter l'ocytocine, c'est relativement simple, il suffit de se regarder gentiment, de se parler gentiment, de se caresser agréablement. Si vous arrivez à l'embrasser, c'est pas mal aussi. Il faut que ce soit avec assentiment et il faut que ce soit agréable. Et puis vous pouvez aller plus loin. D'autres choses, danser ensemble, faire de l'improvisation musicale ensemble, tout ça fait monter l'ocytocine. Et par les voies naturelles. Donc n'allez pas acheter de l'ocytocine, ça ne servira à pas grand-chose, il peut même y avoir des effets secondaires un peu gênants. Je m'arrête, ou alors achetez un chien. Hein, votre chien, quand il vous regarde avec ses yeux comme ça a été mesuré, il fait monter l'ocytocine en vous. Il fait monter l'empathie. Et c'était mesuré, on a mesuré l'oxytocine pendant qu'il y avait des interactions maître-chien. Il y a des mecs qui ont été récupérer les urines du mec, il s'est débrouillé tout seul, et puis les urines du chien, et on a montré que pendant ces interactions, l'urine montait. L'oxytocine montait dans l'urine. C'est pas l'urine qui montait, c'est l'oxytocine qui montait dans l'urine. Et puis on a fait pareil avec des loups. Alors je vous dis pas aller récupérer l'urine des loups, c'est un peu compliqué, mais chez le loup ça marche pas. Et on pense que l'empathie entre animal domestique et l'homme, elle passe par l'ocytocine, alors qu'avec un animal sauvage, ça ne le fait pas. Ça contribuerait à la sélection, à la domesticité. Bon, ça reste ouvert. Voilà. Et le mot de la fin. Je remercie Julie et Jérôme qui sont occupés des expérimentations animales. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vous propose de poursuivre cette conférence avec vos questions, mesdames et messieurs, dans la salle. Marcel Ibert est là pour y répondre. Je suis sûr que vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre. Des micros circulent dans la salle. Manifestez-vous. Il y a une personne au dernier rang. On va commencer avec Madame au dernier rang, ensuite Madame au premier rang. Nous vous écoutons. Alors merci professeur ou docteur, selon votre titre. Appelez-moi Marcel, hein. Ça le fera. Eh bien merci Marcel. Je dois être le seul dans la salle, je pense. Alors petite question, pourquoi vous n'avez pas essayé d'encapsuler
peut-être dans un liposome l'hormone. Oui, c'est possible, des gens le intéressant. font, essayent de le développer. Mais même là, encapsulé, au mieux, on arrivera à la passer dans le sang. Alors, on essaye de vectoriser pour emmener dans le cerveau. Alors, ça reste vraiment aujourd'hui très, très expérimental. On n'arrive pas à le faire avec des petites molécules. Et en plus, ce qui nous a arrêté avec l'oxytocine, c'est même si on arrive à l'emmener là-haut, elle va être métabolisée en 5 minutes. Elle est coupée en morceaux en 5 minutes. Donc même si on arrivait à la distribuer comme on veut, l'action serait extrêmement limitée dans le temps. Même s'il y a une injection intraventriculaire, c'est pas possible? Oui, alors il faudrait la perfuser en permanence. Ok. C'est un peu chaud. Est-ce que c'est le cas avec les molécules que vous avez développées au laboratoire? Non, nous, on a regardé... par exemple, on essayait par voie intrapéritonéale, donc dans le ventre, on a essayé par voie orale aussi. La molécule fonctionne par voie orale et on était très 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 surpris avec 2 injections séparées d'1 jour. Plus d'une semaine ou 15 jours après, l'effet était encore là. Et là, c'était plus notre molécule, parce qu'elle est très stable, notre molécule, mais une semaine, 15 jours après, elle n'était plus là. Donc, ce que l'on pense, c'est qu'on doit enclencher des mécanismes qui perdurent. Et notamment l'apprentissage. Parce que je pense que cette molécule, il ne faudra pas la donner à vie. Il faudrait la donner aux enfants, si on repère l'autisme relativement tôt, il faut leur donner le plus tôt possible pendant les phases d'apprentissage. Et en fait, ce que l'on se dit, donc pour aider à l'apprentissage, leur donner les codes. Mais une fois qu'ils les auront appris, ils l'auront mémorisé. On n'aura pas besoin de leur donner la pilule pendant toute leur vie. Une fois que les connaissances sont acquises, l'enfant se débrouille avec ce qu'il a appris. Ce que fait un peu aujourd'hui la thérapie comportementale, qui est une des meilleures approches du traitement des TSA, c'est qu'on essaye d'apprendre à l'enfant, ou à l'adulte, mais plutôt à l'enfant, comment se comporter en société. Apprendre à décrypter les signaux, un sourire, etc. etc. Donc, voilà. Et vous l'avez testé sur la dépression? On est en train de la tester sur la dépression postpartum, où là, je pense que les résultats seront le plus spectaculaires. Notre première molécule a été testée par d'autres groupes. Ils ont confirmé l'activité sur des modèles de troubles de l'interaction sociale, donc des équipes indépendantes. Ils ont aussi trouvé des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est en effet positif sur la schizophrénie. La molécule, il était publié que la molécule donnait des effets très très intéressants sur la schizophrénie. Et un truc que j'imaginais pas non plus, in vitro, elle favorise la pousse des cheveux. Donc, elle fait tout, quoi. Bien, merci Marcel. J'espère que ça ne va pas faire de l'hirsutisme, c'est pas très bon. Il y a une question au premier rang. Madame. Une question peut-être simple et bête. Vous disiez que l'ocytocine est présente dans différentes espèces, même les plus primaires, insectes. Donc, ce que je voudrais comprendre, c'est le cerveau qui fabrique cette molécule. Et quelle est cette différence entre un insecte et l'humain? Est-ce qu'il y a une partie du cerveau qui est unique, enfin identique, qui fabrique cette molécule? Alors je peux vous répondre pour tout ce qui est rongeur, etc., où là il y a le cerveau qui est localisé, les mécanismes sont identiques. Par contre, effectivement, chez l'insecte, chez le ver de terre, chez l'hydre, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas du tout si une des difficultés pour répondre à ça, ce serait de visualiser les récepteurs de l'ocytocine. Et c'est pour ça que nous avons fait au laboratoire des molécules fluorescentes. Alors, je n'ai pas les diapos ici, mais on a fait des analogues de l'oxytocine avec une molécule fluorescente accrochée. On a fait des analogues de l'oxytocine avec des atomes radioactifs accrochés. Et l'idée, c'était de faire de l'imagerie. Donc on l'a fait chez la souris, par exemple, si on fait injecter nos molécules, on voit très clairement les ovaires qui s'allument, l'utérus qui s'allume, les glandes mammaires qui s'allument, chez l'animal vivant, ce qui était aussi un peu une performance. Et surtout, ce qu'on voulait faire, c'était un test de dépistage pour diagnostiquer très très tôt l'autisme potentiel chez les enfants. Or, une fois qu'on avait tout fait, qu'on avait des sondes radioactives, on a appris, on aurait dû le savoir, qu'il est interdit en France d'administrer des molécules radioactives pour faire de l'imagerie chez des enfants de moins de 6 ans. Donc au fond, on a un outil de diagnostic, on ne peut pas l'utiliser chez les enfants pour cette raison-là. Voilà. Donc l'outil est là, peut-être ça servira un jour pour le diagnostic chez les adultes, on essaie de garder l'idée. Et grâce à ces molécules, on aurait pu voir où étaient les récepteurs. Donc aujourd'hui, il y a d'autres techniques beaucoup plus indirectes, et je ne sais pas ce qui a été trouvé et cherché en dehors des mammifères et des rongeurs. Donc mammifères, rongeurs, humains, pareil. En dehors de ça, je ne n'ai pas la réponse. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais je ne sais pas. Monsieur ? Oui, une petite question, juste parce que vous parlez souvent dans votre exposé d'injecter ou de bloquer. Et donc, toute la partie positive, c'est de pouvoir faire un médicament. Mais du coup, à l'inverse, est-ce que c'est facile de bloquer? Parce que du coup, on pourrait facilement faire des gens qui ont plus de bravoure, plus rien. Enfin, ce serait terrible. En fait, ça pourrait mettre une arme militaire. Alors, je vous ai pas dit comment, etc. Mais
on a utilisé toutes les stratégies classiques pour faire du médicament. Et chaque fois qu'on a cherché des molécules qui rentraient dans le récepteur, on a trouvé très facilement des molécules qui rentraient dans le récepteur, mais qui le bloquaient. Ce qu'on appelle des antagonistes. C'est ce dont vous parlez. Et nous, ce que l'on cherchait, c'est une molécule qui rentre, mais qui active le récepteur. C'est comme si vous aviez une clé, ça ce serait l'agoniste, la clé qui rentre et qui ouvre la porte, et vous pouvez imaginer un chewing-gum qui rentre dans le truc et qui bloque. Donc, des antagonistes, des bloquants de ce récepteur, il y en a plein. Nous, on en a, plein d'autres laboratoires en ont publié. Et ça avait été fait au début pour donner aux femmes, pour empêcher les accouchements précoces. Alors c'est juste vachement compliqué de faire des études chez la femme pendant qu'elle est enceinte. Donc les médicaments sont restés un petit peu en suspens. Mais alors est-ce que ça peut être utilisé comme arme de destruction massive? On a découvert aussi que l'armée américaine, il y a des thèses qu'on peut consulter, a essayé de développer l'oxytocine elle-même pour induire de la confiance, pour faire de la propagande, pour que les foules adhèrent à la politique du gouvernement. C'est écrit comme ça. C'était l'objectif de la thèse. Les mecs n'ont pas réussi à trouver de bonnes molécules et ils ont aussi que l'oxytocine, ça ne marchait pas. Heureusement. Mais on peut penser que ça peut induire aussi le sacrifice de soi. C'est le seul effet secondaire de l'oxytocine. L'oxytocine ne donne pas d'agressivité, sauf si votre groupe social est attaqué. C'est-à-dire que si vous êtes membre du club des supporters de football du Havre, alors je fais gaffe parce que j'ai dit hier que je ne connaissais pas, mais apparemment il y a un club de supporters du... Voilà. Et donc entre eux, il y a une solidarité, il y a un amour entre ces supporters, un amour de leur club, de leur maillot, etc. Ça, c'est l'oxytocine. Pareil dans un parti politique, pareil dans une famille. Et si les gens ne sont pas agressifs, mais si ce groupe est attaqué, ça va décupler l'agressivité des gens pour défendre leur groupe et défendre le maillot. C'est le seul effet. Et donc des gens, l'armée essaie d'utiliser ça peut-être pour induire du patriotisme, du sacrifice de soi. Ça ne marche pas. Alors notre molécule, on a la pétoche. C'est pour ça qu'on a hésité des années avant de se lancer là-dedans. On s'est dit, mais merde, si on trouve... Alors il y a une très bonne nouvelle, c'est que dans pratiquement tous les tests que l'on a vus, c'est que l'oxytocine, elle ramène à la normale. Il n'y a que l'exemple que je viens de vous donner où elle fait aller au-delà de la normale. Elle augmente l'agressivité dans une situation très très particulière. Mais si vous la donnez à des gens qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas de déficit, on ne va pas modifier dramatiquement leur comportement. Donc on ne peut pas l'utiliser. Alors maintenant, quitte à bloquer, pourquoi on ferait ça? Ouais, comme une arme destructrice à ce moment-là. Ouais. Nous, on était très positifs, on avait pensé à mettre ça dans l'hostie à la messe. On jure amour et fidélité, et tous les dimanches à la messe, on se reprend sa petite dose, histoire de... Ou on avait pensé balancer ça dans des canadaires au-dessus de la Palestine, qui nous fassent des petits, qu'on ne sache plus qui est israélien, palestinien. Donc on a imaginé plein de trucs. Donc bon, pour l'instant, on en est là. Ça reviendra un peu cher, hein. C'est comme ça. Donc je ne sais pas, je crains le pire. Mais vraiment, on a eu des discussions éthiques avec des philosophes, avec des théologiens. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On continue, on arrête? Et la réponse que tous nous ont fait, c'est on ne peut pas arrêter la quête du savoir. Si on s'interdit de savoir, c'est foutu, quoi. On rentre dans l'obscurantisme. Donc après, la question, c'est qu'est-ce que l'on fera du savoir? Et ça, c'est un problème après de social, politique. Voilà. Il y a une question au deuxième rang, madame. Je voulais savoir est-ce que vous avez étudié un peu les taux d'ocytocine en fonction dans la population humaine, est-ce qu'elle est modifiée? Notamment, on parle de plus en plus qu'il y a moins d'empathie chez la jeune génération due aux écrans. Est-ce que vous savez s'il y aurait un lien entre les écrans et une baisse de l'ocytocine chez les jeunes? Alors, ça n'a pas été fait, c'est très possible. Alors sur l'empathie, etc., il y a des tas de manips dingues qui ont été faites. On parlait d'Israël et de la Palestine. Je vais vous citer une expérience qui a été faite par des neuropsychologues. Ils ont pris un groupe d'étudiants et d'adultes volontaires israéliens et ils leur ont fait un test de sociologie comme ça. Ils leur ont montré des images de mains, de doigts un peu abîmés, écorchés, endoloris, etc. Et ils leur ont demandé de noter sur une échelle de 1 à 10 quel était leur niveau d'empathie qu'ils avaient avec l'image de souffrance qu'il y avait devant eux. Et voilà, donc les gens ont joué à tout ça. Mais ce qui n'avait pas été dit aux cobayes humains, c'est qu'en bas de chaque diapositive, il y avait un prénom, très discrètement. Et il se trouve que ce prénom avait été choisi pour que ce soit soit un prénom typique, Kevin, enfin voilà, classique, européen, machin, soit un prénom typiquement juif, soit un prénom typiquement arabe, pour faire simple. Et donc on leur a fait faire l'expérience, soit avec un placebo, soit avec l'ocytocine, à des hommes et à des femmes. Et les résultats étaient assez incroyables. C'était publié par cette équipe israélienne. Et donc, en termes d'empathie, ce qui s'est passé, c'est que
sans le savoir, lorsque les prénoms étaient européens ou juifs, il y avait un certain niveau d'empathie, et plus chez les femmes que chez les hommes. Et lorsque les prénoms étaient d'origine musulmane, le niveau d'empathie était beaucoup plus faible. Ça, c'est ceux qui ont eu le placebo. Après, ceux qui avaient sniffé l'ocytocine, tout le monde a été ramené au même niveau. L'ocytocine a ramené le niveau d'empathie de quel que soit le prénom, et c'est même mieux, c'est-à-dire que ça a même ramené tous les hommes au niveau des femmes. Les femmes ont tous un peu plus d'empathie que les hommes. Là, l'ocytocine a ramené tout le monde au meilleur possible, quelle que soit l'origine religieuse, etc. Donc voilà un exemple d'étude. Et des études comme ça, il y en a des centaines. Et donc c'est assez stupéfiant. Quel effet ça peut avoir cette hormone? Que faire de ça, je ne sais pas. Ce qui aurait été bien, c'est de faire l'expérience inverse avec des Palestiniens, à voir si ça marche dans les deux sens. C'est très probable que oui. Mais voilà. Il y a une question au deuxième J'ai oublié la rang. question, du coup, je ne suis pas sûr d'avoir répondu. Oui, Les écrans, pardon. Ça n'a pas été fait à ma connaissance. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, j'arrive plus à suivre. Donc, les publications, il en sort 15-20 par jour. Donc, il n'est pas impossible que ça ait été fait. Ça viendra certainement. Il y a une question au deuxième rang. Après, il me semble qu'il y a un monsieur un peu plus haut sur ma gauche. Et après, il nous restera le temps pour peut-être 1-2 questions maximum. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'effets secondaires pour l'excès d'ocytocine. Et quels seraient-ils Alors, il y en a des effets secondaires, il y en a un seul qui est connu, publié, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui est un effet secondaire pas très méchant, mais ça peut augmenter l'agressivité si ton groupe social est attaqué. Si ta famille est attaquée, si ton pays est attaqué, si ton club de foot est attaqué, là, tu vas avoir plus de courage pour aller te battre, pour défendre ton club, ta famille, etc. Donc c'est un effet secondaire ou pas, à voir. Et tu vois, on comprend bien que c'est utile pour l'évolution, pour la survie de la famille, etc., d'avoir le courage d'aller défendre, une sorte de patriotisme quelque part. L'autre effet secondaire, qui n'est pas publié, mais qui a été trouvé par mes deux collègues, Jérôme et Julie, grâce à notre molécule, en fait, la plupart des expériences, on teste l'oxytocine, on regarde ce qui se passe au bout d'1 heure, 2 heures, une journée. Et nous, notre molécule, on l'a donnée pendant des semaines, à petite dose. Et on se rend compte que si on donne la molécule pendant des semaines, les souris normales, eh bien, commencent au bout d'un moment à avoir des troubles de l'interaction sociale. Pourquoi? Parce qu'à force de bombarder le récepteur disparaît et on a l'effet inverse. Ce qui pose une question, je termine, et ce qui pose une question pour les femmes que l'on a couchées à coups d'oxytocine. La question qui se pose maintenant, si on surdose l'oxytocine, donc on peut peut-être avoir l'effet inverse et induire des troubles de l'interaction sociale chez le nouveau-né. Donc ils sont en train de faire gaffe aujourd'hui de ne pas aller trop loin. C'est tout ce qui est connu. Tout le reste, c'est super safe. J'avais fait donner le micro à monsieur, donc on va prendre la question, mais la question en 3 mots et la réponse en 2 D'accord. mots. Merci. Est-ce qu'il y a des différences sexuées? Est-ce que la production d'ocytocine varie en fonction de l'âge? Oui et oui. Ça va? C'est parfait. Ça sera le mot de la fin. Mesdames et messieurs, Marcel Ibert. Merci beaucoup, Marcel Ibert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour cette conférence passionnante. Merci à vous, public, pour votre attention et pour vos questions. Cette journée sur les...